c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. Deux nombres, 21, 50. C'est pas le quintet plus. 21, c'est le nom de la revue. 50, c'est le nombre de numéros de cette revue parue à ce jour. La revue 21, c'est en chiffres romains, c'est XX1, publie aujourd'hui donc son numéro 50. À sa sortie en 2008, le trimestriel avait lancé un format qui a largement été repris depuis, celui du MOOC. C'est la contraction de magazine et de book. C'est un livre magazine. C'est non seulement un magazine passionnant, pardon de donner mon avis, mais également un bel objet qui est vendu non pas en kiosque, mais en librairie, le prix 16 €. Au sommaire de ce numéro 50, une enquête sur l'achat de nationalité, un reportage sur la ruée vers l'eau ou encore l'histoire d'un maire qui lutte contre les pesticides, mais raconté en BD. Pour en parler, nous sommes avec Léna Mauger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-rédactrice en chef de 21, plutôt avec Marion Quillard également. Dans quelles conditions avez-vous réalisé ce numéro 50 ? Quid du confinement ? Alors ce numéro 50, c'est un numéro déconfiné parce que c'est aujourd'hui en librairie, normalement il devait sortir mi-avril et donc il a été bouclé avant. En fait, il est parti à l'imprimerie en février. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose que nous, nos enquêtes, c'est des enquêtes, notamment l'enquête de couverture qui a duré 2 ans. Ouais. Donc c'est des sujets de fond. Patrick de Saint-Exupéry qui avait créé cette revue dès 21, c'est la vague, c'est pas l'écume. Et donc les sujets dont on va parler aujourd'hui font vraiment écho à ce qui se passe aujourd'hui. Puisqu'on est ici une émission média et qu'on parle aussi de chiffres, on en parlait tout à l'heure avec Martin sur Point de vue Image du Monde. Comment se porte la revue ? Dans quelle mesure le coronavirus a impacté vos ventes, sachant qu'elle est vendue en librairie et, je le rappelle, fermée hélas pendant le confinement ? Alors pour nous, c'était vraiment une période très stressante parce que 2/3 des ventes se font en librairie, toutes les librairies ont fermé. La France a un statut très particulier parce qu'on a beaucoup de libraires et nous on est très soutenus par les librairies indépendantes, donc ça a été stressant pendant le confinement mais aussi aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de librairies qui sont menacées. Après, notre chance a été de faire une campagne d'abonnement qui s'est terminée juste avant en fait le Covid et donc qui nous a permis d'augmenter le nombre d'abonnés et donc d'assurer une trésorerie en fait sur l'année. Combien d'abonnés et combien de tirages ? Quel est le tirage, pardon, pas combien. Alors, Quel est le tirage, c'est autour de 25 000. Ouais. Et il y a 8 000 abonnés et à peu près 22 000 ventes. Le sous-titre de la revue, pour qui ne la connaît pas, c'est « Dans l'intimité du siècle ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une très jolie formule, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? En fait, 21, c'est vraiment, donc c'est un trimestriel et c'est une revue qui vous embarque à hauteur d'hommes et de femmes. On a des reporters qui partent donc des semaines, des mois entiers aux côtés de personnes donc à Hong Kong, à Calais, et on raconte vraiment le monde à hauteur des gens. On plonge dans la vie des autres. Alors, je disais en introduction, votre enquête principale, elle est consacrée à l'achat de nationalité. Le titre, c'est « Achetez votre nationalité préférée ». D'abord, j'ignorais que ça existait. D'abord, première question, qui s'achète une nationalité et pour quelle raison ? Alors, il faut être très riche pour s'acheter un passeport. Et ce qui est intéressant avec cette sorte, c'est que ça montre que le libéralisme est partout, qu'on peut tous s'acheter et que même la nationalité est une marchandise. Alors d'abord, qui en achète ? Donc il parle de personnes à très nette valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont millionnaires à plus de 30 millions. Ouais. On peut acheter des passeports dans une vingtaine de pays et ça a été en fait principalement en fait des gens donc d'abord à Hong Kong, ensuite en Amérique du Sud, ensuite en Russie, parce qu'en fait ça leur permettait d'accéder à des territoires sans visa. Donc aujourd'hui par exemple les principaux acheteurs en ce moment ce sont les Chinois. Ouais. Est-ce que les États visés sont dans la combine ? Par exemple, si on achète un passeport suisse ou français ou américain, est-ce que ça signifie que les États suisses, français ou américains sont au courant de l'entourloupe ? Ou est-ce que ça se fait à leur insu, un petit peu comme les mères qui célèbrent un mariage et qui ne savent pas que ces deux personnes se connaissent à peine, qui ne s'aiment pas et que c'est pour obtenir des papiers ? Alors, c'est un marché légal, tout à fait transparent, donc les États sont bien évidemment au courant. Typiquement dans l'Union européenne, des pays de l'Union européenne vendent leurs passeports. Donc il y a Malte, il y a Chypre, il y a la Hongrie, il y a la Bulgarie. Donc quand la Commission européenne donne son accord pour que vous achetiez un passeport hongrois, ouais. Bien évidemment qu'ils sont au courant qu'un Russe qui vient d'acheter un passeport hongrois peut avoir un compte bancaire dans n'importe quel pays d'Europe, voter en Europe, ouais. Se déplacer, inscrire ses enfants à l'école. En fait, les gens qui vendent les passeports disent il existe le droit du sol, le droit du sang, mais aussi le droit de l'argent. En gros, c'est comme vous êtes riche, mais vous êtes né au mauvais endroit. Vous êtes un Iranien, vous êtes un Syrien. Vous pouvez voyager dans très peu de pays en fait sans visa. Et donc on vous dit mais vous êtes riche.
pourquoi vous n'auriez pas le droit en fait de circuler partout dans le monde? Mais bien sûr, alors si vous voulez un passeport bulgare, il vous en coûtera 1 million d'euros. Et le passeport autrichien, ça coûtera 10 millions d'euros. On marque une pause pour se remettre de ces chiffres. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est la revue 21 qui est à l'honneur ce matin dans Culture Média avec la sortie de son 50e numéro. On en parle avec Léna Mauger, la rédactrice en chef de la revue, Philippe. Achetez votre nationalité préférée, c'est le titre de une. C'est une enquête comment les plus riches s'offrent un monde sans frontières en pouvant s'acheter des passeports, même des passeports européens, on l'a dit, de 1 million à 10 millions d'euros. Sortir cette une pile au moment de la fermeture des frontières, c'était prévu? Non, coup de chance. Je peux dire que c'est un coup de chance. Après, c'est dans l'air du temps. C'est comment, quand les frontières se ferment pour les uns, on déroule le tapis rouge pour les autres. Le prochain numéro, ça sera quoi? Est-ce que vous avez encore été prémonitoire? C'est sur le travail des femmes. Femmes travaillent à corps perdu. D'accord. Et c'est un peu ce qu'on a vu pendant toute la crise du Covid. Qui et les était en femmes première ligne. Totalement en première ligne. Alors, ce qui est très intéressant dans la revue, c'est qu'également, vous racontez les coulisses des enquêtes. En l'occurrence, cette enquête d'Aurélie Darbouret et Camille Le Pomelec. C'est un homme, Camille. D'un côté, à Malte, Camille s'est occupée de la partie illicite. De l'autre côté, Aurélie a passé du temps à Genève avec les courtiers en passeport. D'abord, comment vous avez constitué ce binôme? Comment ils se sont partagés la tâche et l'enquête? En fait, on les a réunis à 21. On connaissait, enfin Marion Kier, ma co-rédactrice, connaissait Aurélie Darbouret qui travaille donc sur ce business des passeports de complaisance depuis plus de 2 ans, enfin depuis 2017 en fait. Ouais. Et Aurélie, elle s'est vraiment immergée dans le monde de ces courtiers. Elle est allée à Genève dans leur salon parce qu'ils ont des salons qui s'appellent les forums par investissement. Ce qui veut dire qu'il y a des courtiers en passeport. On n'en a pas encore parlé parce qu'on ne pouvait pas tout raconter, mais c'est presque une profession qui existe. Ah, il y a des courtiers en passeport. Il y a l'homme, en fait, qu'on appelle le roi du passeport, qui est un avocat suisse qui s'appelle Christian Kalin. Il en a fait vraiment son marché dans le monde entier, des îles de Caraïbes à Malte. Et donc Aurélie, elle s'est vraiment immergée, elle prenait des cartes de visite, elle avait mis son tailleur, et au début elle se demandait comment rentrer en fait dans ce forum parce que les participants avaient payé 2000 francs suisses pour pouvoir y assister. Finalement, elle a réussi à rentrer. Donc elle était vraiment en immersion puisque, donc je l'ai dit, hein, c'est un business qui est tout à fait légal. Et pendant ce temps, en fait, Camille Le Pomelec, on le connaissait parce qu'il avait déjà publié un récit dans 21 que j'avais trouvé très fort, où il se mettait dans la peau des policiers qui traquent les pédophiles sur Internet. Ouais. Et un jour, je l'ai au téléphone, il me raconte qu'il travaille en fait sur le côté illicite de ce business de passeport, donc à Malte, où la journaliste Daphne Caruana Galizia a été assassinée parce qu'elle dénonçait la corruption autour de ce marché-là. Et donc on s'est dit, mais en fait, pourquoi on n'associerait pas en fait ces deux plumes pour réaliser cette enquête, ce qui nous permettait vraiment d'en raconter tous les rouages. Vous disiez par exemple 2000 francs suisses pour assister à une réunion. Le temps, c'est de l'argent. Comment avez-vous les moyens de faire des enquêtes au long cours, 1 an, 2 ans, sachant que votre journal n'a pas de publicité? C'est quoi votre modèle économique? Alors là, en l'occurrence, Aurélie, qui travaille là-dessus depuis 2 ans, elle avait une bourse de la SCAM, la bourse Brouillon d'un rêve. Elle travaillait à un documentaire. Camille, en fait, il en a fait aussi un documentaire télé. Donc nous, on finance des enquêtes pendant des semaines, mais on ne vit que de nos lecteurs. Donc plus on a de lecteurs, plus on peut financer des enquêtes pendant des semaines. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas financer pendant 2 ans à plein temps un journaliste qui travaille sur le sujet. Mais souvent, en fait, les journalistes font des livres, font des documentaires, font parfois même des films de fiction. Et donc on va comme ça chercher en fait des talents qu'on essaye d'associer. Il y a également de la photo dans 21 avec de très très beaux clichés sur un papier glacé. Je précise que toute la revue n'est pas en papier glacé, mais à l'endroit du portfolio, c'est absolument magistral. Un récit photo saisissant de Pierre Faure consacré à la France oubliée. On parle de quelle France? La France des Gilets jaunes? La France de la première ligne du Covid? Parce que là encore, c'est presque prémonitoire. Alors là, ce que je trouve très fort dans ce sujet de Pierre Faure, qui avant était économiste, c'est que c'est un sujet au long cours, dans une France invisible, qui est la France des plus pauvres. Mais la France des plus pauvres, en fait, c'est 14% des Français. Et il est allé partout, dans les campagnes, où on voit des fermes complètement abandonnées, où il rencontre des familles qui disent qu'elles n'ont quasiment pas de quoi nourrir leurs enfants. On va dans des villes du Nord, en périphérie, où il y a des ouvriers qui travaillent pas depuis des années. Et en fait, c'est un travail en noir et blanc.
très charbonneux, qui a un côté extrêmement intemporel. En fait, on pourrait être après la Grande Dépression dans les années 30. J'allais le dire, on croit reconnaître certaines photos historiques américaines. Il y a un côté Dorothy Lange, en fait, après au moment de la Grande Dépression, on pourrait être dans la France d'après-guerre. Mais en même temps, il y a quelque chose... Enfin, en fait, ces images, je trouve, ont valeur de preuve. C'est-à-dire qu'on voit la pauvreté dans les corps, on voit la pauvreté dans les regards. Je trouve que quand on a vu ce portfolio, on ne peut plus dire « je ne sais pas ». On est d'accord. Vous avez bouclé la revue il y a 3 mois, je l'ai dit, c'était avant la crise du coronavirus. Et pourtant, il y avait déjà quelques échos en Asie. Et on peut lire à la fin de votre sujet sur les manifs à Hong Kong qu'il est question de l'incidence du virus sur la continuité du mouvement. Et alors, quand on lit ça avec 3 mois de recul, on se dit qu'on aurait peut-être pu anticiper la crise. Ou est-ce que c'est moi qui m'avance ? Alors je sais pas du tout parce que je suis pas experte en virus. Tout ce que je sais, c'est que on voit que les sujets durent, que peut-être que le monde s'est figé pendant 2 mois, mais le monde n'a pas changé. Ouais. Et en fait, ce qui se passe à Hong Kong, ça dure depuis 6 mois. Là, on a un journaliste, Jean Carrère, qui s'est immergé avec une bande de 4 copains des manifestants pendant plusieurs semaines, et qui d'abord ont eu la fièvre révolutionnaire et ensuite qui ont connu la peur. En fait, dans ce récit, ce qu'on sent, c'est la peur de la répression policière. À Hong Kong, il y a quand même 1 habitant sur 3 qui souffre de stress post-traumatique. Et en fait, leur crainte au moment où le virus arrive, donc bien avant nous, c'est de dire, est-ce que les gouvernements, en fait, vont profiter de ça pour nous interdire de manifester, pour durcir encore la répression ? Et là, on l'a vu hier au moment de la célébration du massacre de Tiananmen, les Hongkongais ont défié l'interdiction de manifester. En France, on défie l'interdiction de manifester. Donc on voit qu'il se passe quand même quelque chose, une révolte qui est là à Hong Kong, mais qui est aussi partout dans le monde. Tout ceci, c'est dans 21. Il y aura évidemment un prochain numéro qui va sortir le 3 juillet, si je suis bien informé. Merci beaucoup, Léna Mogé, une des 2 rédac-chefs de cette revue 21. Et la seconde, il faut la citer, c'est Marion Quillard. Merci d'avoir été avec nous en direct, déconfiné sur Europe 1.